Alors, on va commencer par sciences et technologie et on finira par écologie. Alors, j'ai trouvé un article merveilleux. Ouais. Parce que là, du coup, vous voyez, quand je vous dis que c'est que du bullshit, ce qu'ils vous apprennent au collège, quand ils vous apprennent la tectonique des plaques, la Lune, comment elle s'est formée, bon, enfin, ils vous l'apprennent toujours, du coup, la Lune, comment elle s'est formée, la Terre et tout. Vous savez que c'est basé que sur des théories. Je vais imaginer quelque chose. Vous voyez, c'est de l'imagination. C'est-à-dire, c'est un scientifique avec un petit badge. Oui, bon, pour dire que c'est officiel. Il va dire, bon, alors, la Lune, comment elle a pu se former? Alors, vu qu'on a trouvé telle roche, et là, on a trouvé telle roche, moi, je partirai du principe qu'il y a une grosse boule qui a tapé une autre grosse boule, deux grosses boules qui se télescopent. Du coup, ça s'est mélangé, parce que comme c'était de la lave en fusion, parce que le mec, il était là il y a 14 milliards d'années, enfin 7 milliards d'années, du coup, tu vois. Donc, du coup, ça a fait de la lave en fusion, ça a fait une boule, ça c'est avec la gravité, du coup, que ça tourne, hein, avec voilà, ça tourne. Donc, du coup, que ça tourne, obligatoirement, c'est une boule, hein, voilà. Donc, ça fait une boule. Alors que quelque chose de mou, si on le fait tourner à une vitesse inimaginable, ça risque pas de devenir une boule. Mais bon, lui, dans son esprit, c'est devenu une boule. Et donc, du coup, le petit bout qui restait, lui aussi, en tournant, ça s'est aggloméré, ça a fait une boule. Et donc, du coup, ça a fait la Lune. D'accord? On est à peu près sur le même truc. Science et vie. Une nouvelle théorie pour expliquer la formation de la Terre. C'est merveilleux. J'adore. Ah, c'est pas 7 milliards, c'est 4,5. Eh ouais. Ah, peut-être il était là du coup. Non, vous voyez? Alors, la planète, qui n'est encore qu'une sphère bouillonnante et inhospitalière, et ça veut pas. Moi, je vous le dis, il n'y a personne qui était là hein, pour raconter l'histoire. Née dans la tourmente est le résultat de l'accrétion de matière interstellaire contenue dans un gigantesque disque qui gravite dans l'espace autour du Soleil. À un moment donné, non mais ça c'est le mec qui l'a imaginé, vous voyez? À un moment donné, les particules qui composent ce vaste disque ont commencé par s'agglomérer. Vous voyez ce que je vous dis? Mais vous le faites dans la nature, vous voyez, ça fonctionne pas ce qu'il est en train de raconter, hein, avec la physique et tout, c'est impossible. Mais bon, ils ont formé des astéroïdes riches en roches chondritiques. Ces astéroïdes ont fini par rentrer en collision, vous voyez, je dis, les uns avec les autres pour former les planètes du système solaire, dont notre planète, la Terre. Malheureusement, la théorie selon laquelle la formation de la Terre serait le résultat de l'accrétion d'astéroïdes chondritiques présente une limite. Elle ne permet pas d'expliquer pourquoi la Terre est relativement pauvre en éléments légers et volatiles, tels que l'hydrogène et l'hélium par exemple. Eh ouais. Non, mais je vous dis, ça c'est comme le vide. Au début, vous disiez que le vide c'était vide, c'est-à-dire à moins de 240 degrés, le zéro absolu. Enfin bon, je veux dire. Alors après, vous en rajoutez de la matière noire, parce qu'ils se sont dit, ouais, c'est un peu con, parce que du coup, non, ça fonctionne pas. Tu vois, le vide à 240, parce que sinon, le mec, Thomas Pesquet, quand il fait sa sortie dans l'espace, le mec, tu vois, c'est Yeti après. Parce qu'au départ, il y avait de l'éther, d'accord, avant, qui est du vide, vous voyez. L'ancienne science, c'était de l'éther. Et l'éther, c'était quelque chose de, vous voyez, c'était une matière, vous voyez, qu'il y avait dans l'espace. Et donc, les scientifiques, ils sont arrivés, ils ont dit non, c'est moins de 240 degrés le zéro absolu. Ok. Et puis après, ils se sont rendus compte que c'était con ce qu'ils disaient, parce qu'une fusée qui part dans l'espace, là, comme leur truc est parti sur la Lune, logiquement, le truc, ça devient, vous voyez, un esquimau. Il y a tout qui pète. Fait, je veux dire, vous voyez, c'est complètement gelé, la pression et tout. Fait, je veux dire, c'est impossible que tu puisses aller de la Terre à la Lune. Donc du coup, ils ont dit, non, c'est la merde ce qu'on a dit. On va dire qu'il y a de la matière noire. Après, ils ont dit qu'il y avait de la matière blanche. Après, ils ont dit que... Et chaque fois, ils rajoutent quelque chose parce qu'ils se rendent compte que s'il y a du vide, c'est pas possible. Le son, il peut pas passer dans le vide, tu vois. Il y a plein de trucs que dans le vide, ça passe pas. Tu vois, le vide absolu. Donc du coup, ils sont obligés de... Ben voilà, là c'est pareil. Pourtant, oui, parce que j'étais à fond, moi, je vous explique, avant que je critique le truc, moi j'étais à fond. Je vais dire, moi, Carl Sagan, je le connaissais sur le bout des doigts, vous voyez. Les frères Bogdanov, là, j'étais à fond, moi, tous les jours. Hein. Et puis d'un coup, j'ai ouais, ils nous prennent bien pour des cons. Oh, mais pourquoi ils m'ont enlevé? J'avais la suite. Bon, enfin, voilà. Donc, ils ont changé la théorie. Donc, la théorie de ce que vous apprenez, c'est plus bon. Voilà.
Et vous verrez que dans 200 ans, il va sortir un autre truc. Et si on est encore là, ils vont nous sortir un autre truc. Alors, ensuite, bon, j'aurais pu le mettre dans écologie. Alors, quand j'ai fait écologie, c'est écologie nature, du coup, hein, parce que bon, j'aurais pu le mettre dans écologie, mais du coup, je l'ai mis dans sciences. Parce que bon, bah, en plus, j'ai pas beaucoup d'articles. Et c'est surtout pour montrer, vous voyez, quand on vous dit, ouais, c'est au top du top, vous savez, les voitures électriques, les bornes de recharge, les éoliennes, mais bon, bah, en vérité, non, pas du tout. Alors, j'ai que le début. Voiture électrique, le fiasco des bornes de recharge. Alors que l'Union européenne a interdit la vente de véhicules thermiques à partir de 2035, ouais, donc tous ceux qui vous disent, à la base, qu'en 2035, on n'aura plus de voitures thermiques, non, c'est la vente qui sera interdite. Bon, après, c'est sûr que vous allez avoir les vignettes et du coup, votre voiture, vous n'allez plus pouvoir vous en servir. Vous voyez, parce qu'à mesure, ça va être jusqu'à la campagne. La chasse à la borne se pratique encore en France. Enquête. Il paraît qu'on ne survit que 20 minutes en moyenne sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute. Si c'est peut-être une légende urbaine, on s'y sent bien seul en pleine nuit, frôlant des poids lourds qui déboulent en klaxonnant. Alors ça doit être un bobo, enfin un futur bobo, vous voyez, écolo. Il a dû se dire, bon, on va tester la voiture électrique, tu vois. Ben le mec, il est dans la merde. ouais, il est dans la merde, il est au bord de l'autoroute, il va mourir, tu as vu. Il est 1h du matin et notre véhicule électrique gît sur le bord de l'océan, l'autoroute A11 qui relie Nantes à Paris. La voiture à batterie a perdu progressivement de la puissance, puis est tombée en panne après Le Mans. Oh, ben y a pas les pédales? T'as pas mis, hein, tu fais pas le shadok? Ben ouais. Pourtant, le tableau de bord affiche une autonomie restante de 130 km. 30 minutes après notre appel au secours, la dépanneuse remorque le véhicule vers un garage situé au milieu du Perche, nanana. L'origine de la panne demeure encore aujourd'hui incertaine. Elle pourrait provenir d'une borne de recharge rapide. Alors, je vous explique, j'ai compris le système. En fait, c'est qu'elle recharge trop rapidement par rapport à la voiture. Parce que là, il y a marqué, elle pourrait provenir d'une borne de recharge rapide qui aurait trop. Donc, à mon avis, elle a trop rechargé trop vite. Ouais, elle était trop rapide, celle-là. Et comme bon, les voitures françaises, parce que les trois quarts, ils ont des OE, c'est pas au point. Du coup, il y a eu de la perte d'énergie. Et donc, du coup, ça n'a pas rechargé les batteries comme il faudrait. Donc, officiellement, au compteur, son truc, il était plein. Mais la batterie en elle-même, elle n'était pas pleine. C'est merveilleux. Hein? C'est magnifique. Ah ouais. Alors, imaginez la mère, les mioches derrière, la mamie à côté, 50 degrés sous le soleil, elle part en vacances, il y a écrit 130 autres compteurs, elle se retrouve bloquée sur l'autoroute. C'est merveilleux, hein, le monde d'après? Ah ouais, c'est merveilleux le monde écolo. J'ai bien aimé celui-là. Non, mais Néozone. Alors, au début, tu lis le titre, tu te dis, ah ouais, bien, tu vois. Les scientifiques ont découvert un procédé universel et moins cher pour produire de l'hydrogène. Bon, je te dis, putain, le top. Genre, tu mets dans le truc et puis il ressort de l'hydrogène, tu vois. Une équipe de chercheurs de l'université de technologie de Varsovie a mis au point une nouvelle technique pour produire de l'hydrogène plus facilement et à moindre coût. Une invention qui pourrait contribuer à la vulgarisation de cette énergie. Donc je te dis, putain, top, attends, je pourrais la produire chez moi, tu vois. Justement, en Pologne, bon, il nous raconte le truc. Justement, en Pologne, une équipe vient de publier une étude, hein, donc c'est une étude. À mon avis, ça doit être une modélisation encore, dans laquelle elle affirme avoir réussi à développer un nouveau procédé de production qui pourrait rendre l'hydrogène vert plus accessible. Ah oui, parce qu'il sera vert maintenant l'hydrogène. Des nanomatériaux de carbone et du disulfure de molybdène. Molybdène. Je vais chercher ce que c'est du disulfure de molybdène. Non, parce que quand j'ai vu le truc, j'ai dit putain, c'est quoi ça? Ah ouais? Oula, d'accord. Le disulfure de molybdène ou sulfure de molybdène est un composé chimique formule MOS2. Il s'agit d'un solide noir cristallisé, diamagnétique et semi-conducteur, semblable au graphite par son apparence et son toucher, et de ce fait utilisé comme lubrifiant mécanique parfois à température élevée. Ouais, ça va, il faut pas beaucoup d'énergie. Non, ça coûte pas cher ça. Oula, pour produire ça, tu mélanges deux trucs et tu as ton molybdène. Voilà. Principal minerai dont est extrait. Voilà. Alors, il faut l'extraire. Non, mais ça revient pas cher. Comme lubrifiant solide, voilà. On dormira moins con ce soir. Alors,
Pour ceux qui ne le savent pas encore, l'hydrogène est divers lorsqu'il est issu d'une électrolyse ayant utilisé une source d'énergie renouvelable. Mort de rire. Donc on s'en fout que ça produise, enfin, que tu mettes énormément d'énergie pour créer le truc du moment que c'est pas éolienne, tu vois. Mais de l'énergie, c'est de l'énergie. Alors, adieu au platine. Donc je savais même pas que ça servait de platine. Oui, parce qu'en fait ça revient super cher le platine. Oui, je me doute. Donc avant, pour faire de l'hydrogène, il fallait du platine. De produire de l'hydrogène pur tel qu'il est produit par la décomposition de l'eau. Alors, l'objectif est de rendre celui-ci le moins cher possible. En effet, l'utilisation de platine, oui voilà, c'est tout. Hein. Donc l'énergie, on en a rien à péter en fait. Ce matériau devient de plus en plus rare. Alors, à noter que le processus mis en œuvre par le trio n'est pas totalement nouveau. Non mais écoutez bien le truc. La production de H2 par le biais d'une solution impliquant le recours à du disulfure d'ammonium est une technique qui ne date pas d'hier. Ouais, c'est bien pour la nature ça, le disulfure d'ammonium. Ouais, c'est naturel. Toutefois, la nouvelle approche s'annonce plus prometteuse dans la mesure où l'équipe a produit les matériaux dont elle a eu besoin dans des réacteurs en impact. L'avantage de l'utilisation de ces derniers reposerait sur le fait qu'ils offriraient une meilleure maîtrise des coûts en plus d'être plus durables. Donc en fait, il faut des nanomatériaux de carbone, du disulfure de molybdène et des réacteurs à impact. Et ça, ils te disent, waouh, putain, ça va être... tout le monde pourra le produire. Bon, je crois qu'ils vont rester en Pologne, hein, leur truc. Non, c'est bien. Au moins, ils sont pas payés à rien faire. Ils essayent de sortir des trucs, vous voyez, parce que ça coûte des milliards, ce qu'ils sont en train de faire, là, depuis des années. Tout ça pour nous sortir des trucs tout pourris. Ah ouais. Bon, ben écoutez, on va finir par ça, je crois. Nucléaire, à peine lancé, l'EPR finlandais déjà contraint de s'arrêter. Oh, c'est ballon. Ballon, ils ont mis 15 ans à le construire aussi. Eh ouais, ça devait être le premier en Europe. Et puis non, c'est encore les Arabelles. Elles sont pas belles, les Arabelles. Ouais, dans un sens, je crois qu'il a bien fait de les dégager, Macron. Du coup, pour une fois, il a peut-être bien fait. Ça, c'est les échos. Des dysfonctionnements en série sur la turbine à vapeur produite par l'allemand Siemens. Ouais, mais c'est Siemens. Parce que je vois que Gazprom, il a aussi des soucis avec ses Arabelles, c'est Siemens aussi. Je crois que Siemens, il faudrait qu'il cherche un profiler de turbine. Tu vois? Comme nous, on a des profilers d'orques, tu vois? Eux, ils devraient avoir des profilers de turbine. Parce que du coup, ils se sont plantés, hein. Alors, la production d'électricité à pleine puissance du premier EPR installé en Europe est désormais annoncée pour décembre 2022, comme l'arrivée du Papa Noël. C'est ce qu'on appelle un faux départ. Eh ouais. Mi-mars, après 12 ans de retard sur un chantier devenu un véritable calvaire pour Areva, alors je vous explique, c'est nous qu'on va payer. Voilà. Hein, parce que du coup, ils sont dans la merde, Areva, parce que du coup, ils ont fait de la merde, et donc du coup, ils sont en déficit, et donc du coup, c'est nous qu'on va réalimenter le stock, tu vois. Voilà. C'est bien. Non, non, c'est bien. C'est magnifique. Non, mais bon, après, les Français, ils aiment, hein. Donc, du coup, je me dis, pourquoi pas, tu vois. Ah ouais, c'est encore un truc. Ouais, ça, c'est encore un mec, un scientifique, il a dû pendant qu'il était aux toilettes, tu vois. Usine nouvelle. Avec ses cabines autonomes au-dessus des routes, SupraWays veut révolutionner le transport urbain. Il vous montre une autoroute. Au milieu, vous savez, il y a Interplane pour séparer. Bon, eux, ils ont deux voies et Interplane au milieu. Ok. Et là, ils ont implanté leur système de rail avec les cabines. Et ça suit l'autoroute. Vous voyez, c'est un peu comme nous, le tramway qui suit le métro, le trajet du métro. Vous voyez, c'est pas pourquoi. Pourquoi tu as fait un tramway qui passe déjà par les endroits où il passe le métro? On ne sait pas. Donc, soi-disant pour transporter des marchandises. Non, moi je t'explique, là tu l'as mis sur l'autoroute, parce que pour pas que les gens ils disent « Ah ouais, c'est sympathique !» Sauf que, vous voyez, SupraWays compte utiliser les terre-pleins des autoroutes pour développer ce système. Parce que si c'est pour suivre une autoroute, même qu'il n'y a pas des super virages et tout, une autoroute, je veux dire, des tunnels, et les trois quarts, ils peuvent faire mieux contourner la colline plutôt que de creuser un tunnel, que ça coûte la peau des fesses, vous voyez. Donc du coup, il faut... Mais ça, c'est un truc, c'est avec des rails. Donc, logiquement, tu traces droit, tu vois, pourquoi tu vas suivre une autoroute? Mais ils veulent pas le dire. Parce qu'après, ils vont dire, ah ouais, mais là, le truc, vous voyez, c'est plus sympa si on passe par la forêt. Ou c'est plus sympa si on passe dans les belles villas de gens, tu as vu, qui se sont cassés le cul pour travailler, pour les payer, tu as vu. Et donc, on va les déloger pour construire notre rail SupraWays, tu vois.
voyez, plutôt un jeu pour enfants de la famille des circuits 24, nanana. Ouais, le mec, il s'est fait un délire. Il s'est dit, putain, si je faisais comme les œufs, tu sais, à la neige, mais sur les autoroutes. Ouais, ouais, ouais. Ben là, du coup, j'ai terminé sur sciences et technologie. Et donc, on va passer à nature et écologie, du coup. Alors, je vous avais parlé qu'ils avaient trouvé une bactérie qu'on pouvait voir à l'œil nu. Et en fait, moi j'avais rigolé parce que j'avais dit on peut la mettre dans le sac à dos. Non, elle est plus petite quand même. Hein. Mais on n'avait pas eu les détails. Ben voilà, là j'ai un article. Vous voyez, c'est ça qui est bien, c'est que quand vous suivez mes vidéos, les 3 quarts du temps, je récupère les suites. Vous voyez. Alors, trouvé dans une mangrove de Guadeloupe, la croix. Sa taille et son organisation complexe interrogent sur notre conception des bactéries. Et ouais, c'est ça le problème, c'est que nous, soi-disant, on vient d'une bactérie. Ouais, on vient de trucs tout dégueulasses. C'est que quand tu le chopes, tu meurs, tu as vu. Donc nous, soi-disant, on viendrait d'une bactérie. Moi, je préfère mieux dire que j'ai été créé par une force supranaturelle. Voilà, c'est plus sympathique, tu vois, que de venir d'une bactérie ou d'un tas de boue ou d'un poisson, d'un oiseau, d'un singe, tu vois, voilà. Alors, il fait 9 mm. La taille d'un petit ongle, ouais, c'est-à-dire 1 cm. La plus grande bactérie du monde a été découverte un peu par hasard en Guadeloupe, dans les mangroves, et elle est visible à l'œil nu. Les mecs, ils veulent partir sur Mars et sur la Lune, ils sont même pas capables d'avoir recensé toutes les bactéries qui puissent exister sur la Terre. Nommée Thiomargarita magnifica. Cette bactérie ressemble à des filaments blancs. Elle a été observée sur des feuilles en décomposition dans l'eau il y a plus de 10 ans. Mais il a fallu du temps pour s'assurer s'il s'agissait bien d'une bactérie. Cette bactérie, comme la grande majorité, est unicellulaire. Mais normalement, le matériel... Oui, parce qu'eux, ils partent du principe qu'une bactérie, c'est comme ça. Voilà. Et ça restera comme ça. Non, ça évolue. Tu vois, justement, toi qui es pour la théorie de l'évolution, je le sais que ça évolue, que ça mute, que ça, tu vois. Donc, du coup, une bactérie n'est pas obligatoirement comme la bactérie, on va dire lambda. Tu vois, il peut y avoir diverses sortes de bactéries différentes de la bactérie normale, tu vois. Alors, mais normalement, le matériel génétique des bactéries flotte librement dans leur cytoplasme, tel des pièces de monnaie dans un sac. Ici, l'immense bactérie la compartimentée dans des membranes, comme on rangerait le budget de chaque dépense dans une poche différente. Alors lui, le mec, oui, il était caissier ou banquier avant, hein. C'est totalement nouveau et cela n'avait encore jamais été observé chez les bactéries, se réjouit le chercheur dans une vidéo pour présenter les travaux. Alors, l'étude montre que la bactérie est active tout le long du filament dans ses compartiments et non pas seulement aux extrémités où elle grandit et se reproduit. Ces compartiments, qui stockent l'ADN et les ribosomes, fonctionnent presque comme des organismes autonomes au sein de la cellule géante. Sa taille et son organisation complexe font de Thiomargarita magnifica une rareté dans le monde des micro-organismes. Et pourquoi une bactérie est-elle devenue aussi grande? Là, il va nous sortir un truc. On existe... Ah non, ils répondent pas à la question. ouais, ils finissent par des questions. En existe-t-il d'autres sous nos yeux que nous n'avons jamais pris la peine d'étudier? Eh ouais. Ah, mais après, ils vous expliquent comme quoi ils savent tout, vous savez. Ouais, nous, on connaît tout. Putain, les virus, nous, on connaît tout. Hein. Mais on vient d'apprendre il y a 2 ans qu'un virus, ça pouvait se transmettre par l'air, par le... Moi, je l'avais déjà appris. Hein. On va rester sur le domaine de la nature. Et après, on fera tout ce qui est dégueulasse. Pourquoi y a-t-il de moins en moins de coquillages sur les plages nationales, géographiques, que du coup on empêche plus pour les touristes, hein, pour faire leur petit tableau, leur petit chat, leur petit... Ça va, tout en coquillage. Quand vous partez dans les pays... même ici à Marseille, hein. D'ailleurs, je sais pas où ils les prennent, parce que nous, on n'en a pas de coquillages. Donc, du coup, alors, quand vous arrivez à Marseille dans les trucs de souvenirs et qu'on vous montre plein de coquillages, ben, vous savez déjà d'entrée qu'ils viennent pas d'ici, ils viennent de Thaïlande, ou ils viennent de... Ouais, non, c'est bien. Alors, en quelques dizaines d'années, le nombre de coquillages sur les plages a connu un déclin important, et ce pour une raison simple, de nombreux mollusques sont menacés par l'activité humaine. Parce que là, je sais pas si vous avez vu les apprentis aventuriers, c'est des sacs entiers de coquillages, hein, coquillages pour faire ça, coquillages pour faire ça, les roses, les bleus, les verts. C'est des vrais coquillages qui prennent. Donc oui, effectivement. Géo, est-ce que les poissons boivent? Eh ouais, comme les mouches qui se font des bosses sur les yeux. Ben là maintenant, on va savoir si elles sont cons en fait, hein, puisque donc elles suivent la lumière, elles en ont rien à foutre qu'une vie du coup. Et ben là, on va savoir pourquoi les poissons. Est-ce que les poissons ils boivent?
Alors, les poissons ont-ils soif alors qu'ils sont en permanence dans l'eau? Si oui, comment boivent-ils? Ressentent-ils la satiété? Oh, ça va, le poisson. Ah putain, j'ai bien bu aujourd'hui. Ouh, j'ai envie de faire pipi. Autant de questions qu'il est légitime de se poser. Est-ce que les poissons peuvent avoir soif? La réponse est non. Eh non. Les poissons ne ressentent pas la soif comme les humains. Ils n'ont d'ailleurs pas conscience de boire. On peut comparer le fait de boire chez les poissons au fait de respirer chez les humains. Ben oui, puisqu'en fait, l'eau, elle rentre dans les bronchies, elles séparent l'oxygène de l'eau, fait de tous les nutriments, machin et tout dont ils ont besoin. Hein? Ouais, je pourrais faire poissonologue aussi. Ouais. Moi, je connais tout sur tout. Et donc, du coup, après, on recrache l'eau. Enfin, du coup, une fois que c'est passé dans les bronchies, c'est comme nous, les poumons, en fait, l'air, puisque de toute façon, dans l'air, il y a de l'humidité. Hein, donc, on est un peu des poissons aussi. Donc, et ouais, je sais. Et donc, du coup, ils aspirent l'eau, fait par les bronchies. Et les bronchies, elles font la sélection. Et après, l'eau qui a fini, c'est de l'eau sans oxygène. C'est un réflexe naturel. Comment les poissons boivent-ils? Tout dépend du milieu dans lequel ils vivent. Ah ouais, parce que si c'est pour boire de l'eau salée, oui, c'est compliqué. Les poissons qui vivent dans les océans boivent en permanence. Pourquoi? Ces animaux doivent maintenir une certaine quantité de sels minéraux dans leur sang pour rester en vie. Alors que les poissons perdent de l'eau via leurs bronchies, ils boivent constamment par la bouche. Ce sont les reins qui évacuent le surplus de sel. Il doit avoir des reins. Ouais, il ne doit pas se faire des coliques néphrétiques. Ouais, tu vois. À noter que les dauphins n'ont pas besoin de boire. Les poissons qu'ils mangent leur permettent de s'hydrater suffisamment. Eh ouais. Les poissons qui vivent dans les lacs et les rivières n'ont pas la nécessité de boire. Pourquoi? Leur corps est plus salé que l'eau dans laquelle ils vivent. Enfin, les poissons qui vivent en eau salée et en eau douce, saumon, anguilles, savent s'adapter. Leur concentration en sel augmente puis diminue selon l'environnement. Est-ce qu'un poisson peut se noyer? Ben oui. S'il paraît impensable qu'un poisson puisse se noyer, c'est pourtant bel et bien une éventualité. Oui, les poissons peuvent mourir d'asphyxie. Ben oui. Concrètement, ils peuvent respirer sous l'eau par deux moyens, par les bronchies ou par la bouche. On dit qu'un poisson se noie quand il se trouve dans une eau qui ne contient pas assez d'oxygène. Eh ouais. Ben oui, puisque je suis en train d'expliquer qu'il récupère l'oxygène qui est dans l'eau. Si dans l'eau il n'y a plus d'oxygène, il meurt. Vous voyez, ça c'est comme les lacs, ou quand il y a des algues, vous savez, des microscopiques, ou que ouais, c'est ça, les trucs en décomposition et tout. Quand vous passez, d'ailleurs, les plongeurs, oui, parce que j'étais une fan, une inconditionnelle des reportages aussi. Donc quand le plongeur il passait, il n'y avait plus de vie, parce que justement, comme c'était des matières en décomposition, il y avait du méthane, machin et tout. Et donc, du coup, il n'y avait pas assez d'oxygène, et donc les poissons, quand ils passaient là, ils canaient, parce que du coup, ils mouraient noyés. Eh ouais. Qu'en est-il des espèces connues comme le thon ou le requin? Alors, un truc que je ne savais pas. Un thon peut se noyer s'il ne parvient plus à ouvrir sa bouche. Ah ben ça, je ne savais pas, tu vois. Pourquoi? Il pompe l'eau. Ben, je sais pas, parce que je croyais qu'il avait des bronchies, moi, un thon. Pourquoi lui, il n'a pas les piou-piou qui s'oxygènent? Un thon peut se noyer s'il ne parvient plus à ouvrir sa bouche. Pourquoi? Il pompe l'eau absorbée pour en récupérer l'oxygène. Ouais, d'accord. Mais il n'a pas des bronchies? Un requin peut se noyer s'il est immobilisé. Ouais, ça je sais. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le fait de bouger qui fait circuler l'eau, du coup, dans ses bronchies. Parce que ses bronchies, elles ne pompent pas. Ah, bah peut-être que le... Eh ouais, parce que ouais, c'est vrai qu'il a des petites ouïes, il a des petites oreilles. Le thon a de petites oreilles. Donc du coup, ouais, c'est peut-être pour ça qu'il n'arrive pas. Ouais, le thon, ça n'a presque pas d'ouïe. Ah ouais, d'accord. Est-ce qu'un poisson rouge boit de l'eau? Également appelé carassin doré, le poisson rouge appartient à la famille des cyprinidés. C'est un poisson d'eau douce résistant et qui peut vivre en captivité dans un grand aquarium et non pas dans un bocal. Ah, ben ça doit être un pote à Samzira. Le poisson rouge boit de l'eau, mais pas par la bouche. Ce poisson vit dans les eaux douces et n'a pas la nécessité de boire à proprement dit. Il reçoit de l'eau de façon passive. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'osmose. Ce sont ses bronchies qui laissent entrer de l'eau. Eh ouais, comme les autres. Et quel est le rapport? Mais de toute façon, tes poissons d'eau douce, c'est pareil qu'un poisson rouge. Je vois pas pourquoi un poisson rouge, il serait pas pareil qu'un poisson d'eau douce, en fait. Le poisson rouge élimine de grandes quantités d'urine pour compenser. Elle est pas nette, ce paragraphe. Alors, est-ce
les poissons rouges font pipi. Ils font caca. Ouais. Parce que, moi, vous savez le petit truc là? Ben non, en fait, c'est pas les boyaux qui sortent. Ils se font pas une occlusion intestinale, vous voyez? En fait, c'est le caca. J'ai adoré ça. C'est par ici que sortent les excréments. Alors, le poisson rouge ne fait pas pipi. En réalité, l'urine sort par les bronchies. L'eau absorbée par le poisson rouge va dans les reins. C'est un excès d'eau se transforme en urine et ressort par les bronchies. À noter que... Mais pourquoi les autres poissons, c'est pas pareil en fait? Bon, et on sait jamais qui c'est qui écrit ces articles. Hein. Bon, enfin voilà. Vous savez que les poissons, ils font caca. Attention. Regardez ça. Hein. Oula. C'est la fin là. Là, ça y est. Là, ça fond. ouais, là, c'est en train de fondre. Ouais, j'aime bien la photo qu'ils ont mis. Pacifique, l'apparition du blob attribué au réchauffement climatique. Eh non, peut-être que c'est parce que il a décidé de se mettre là. Il s'est dit, bon, je fais quoi aujourd'hui? Rien? Ouais, si on allait faire un petit tour dans l'océan Pacifique. Ouais, je connais pas. Non, j'ai fait un peu tout, mais là, j'ai pas fait. Ouais. Ah ouais, puis ça, j'oublie pas mon appareil photo. Ouais. Une étude publiée ce 21 juin dans Revue scientifique Communication Earth and Environment confirme la contribution majeure du réchauffement climatique au phénomène du blob qui affecte de façon récurrente le nord-est du Pacifique depuis une dizaine d'années. Eh ouais. Toi, tu voudrais que ça reste comme c'est. Le blob, il va rester là-bas. Tu as vu, tu n'en veux pas. Non, tu viens pas. Ouais, mais c'est la mer, regarde, il y a tous les poissons, ils nagent, les algues, les mouettes, les... Ouais, non, mais toi, non. Toi, tu restes là-bas. Ah ouais. Un tueur silencieux. Cette anomalie climatique a été surnommée The Blob. Ah, c'est une zone d'eau anormalement chaude. Non, parce que si vous cherchez blob sur YouTube, vous verrez que c'est jaune vivant. Vous voyez, c'est un organisme vivant sur Terre. Donc moi, je croyais, vous voyez, parce qu'ils disent qu'il affecte là, de façon récurrente. Mais moi, je croyais que c'était encore genre un truc qui s'était... Non, c'est une zone chaude. C'est genre El Niño, mais du Pacifique. Et du Nord. Est du Pacifique. La vague de chaleur marine a pris naissance fin 2013 au niveau de la baie d'Alaska, puis s'est étendue jusqu'à la péninsule de Basse-Californie au cours des mois suivants. Des températures de 2 degrés à 4 degrés supérieures au normal étaient observées sur plus de 4 millions de kilomètres carrés. Vous savez qu'il y a énormément, je viens de passer à ça, vous savez qu'il y a énormément de poches de méthane sous l'eau et que des fois ça explose. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est pas ça à cause des fois les tsunamis, parce qu'ils vous disent que c'est un tremblement de terre, mais ça peut très bien être un truc qui s'effondre. Une poche de méthane, parce qu'il y en avait une, je crois, qui s'était effondrée dans le nord. Ouais, dans le nord. Et en fait, vous savez que ça aussi, ça y fait. Non, parce que là, si on les écoute, c'est l'homme, genre l'homme est capable de changer la Terre. Ah ouais. Alors le cosmos, il n'est pas arrivé, les dinosaures, ils y sont pas arrivés. Mais l'homme, trop fort. Il modifie. Alors oui, d'accord, il a saccage, il a pollue, il a dégueulasse. Mais c'est pas lui qui fait le réchauffement climatique. C'est la Terre toute seule. Elle n'a pas besoin de toi, mon chéri. Putain, si tu savais comment elle en a rien à foutre. Enfin non, elle en a pas rien à foutre parce qu'elle commence peut-être à en avoir un peu marre. Que tu fasses de la merde sur son dos, tu vois, c'est le cas de le dire. Gaz russe. Alors non, on va finir sur les trucs jolis. Enfin jolis. Alors moi j'adore ceux qui écrivent les articles dans Géo. Vous voyez. Géo, 2 orques seraient bien responsables de la disparition des grands requins blancs au large du Cap. En 2017, 2 orques avaient été observés attaquant des requins blancs dans la zone de Gansbaé, en l'Afrique du Sud. Alors déjà, ça commence bien le truc. Le but, leur dévorer le foie très nutritif. Et encore, s'ils chopent un requin, c'est que peut-être qu'ils ont beaucoup fait. Mais bon. Alors, depuis ces attaques qui ont tué au moins 8 grands blancs, alors les requins ont déserté totalement la région qui vivait du tourisme. Eh ouais, lié à leur présence. Eh ouais, plongés en cage. Bon. Ils font plus les clowns pour toi, tu as vu? Toi, tu vas, tu as pattes, tu as vu? Alors que bon, normalement, tu n'as pas à le faire, c'est une espèce sauvage, tu vois. Tu as pattes. Alors le mec, tu sais, il paye je sais pas combien pour se mettre dans une combinaison de plongée, se mettre dans une cage. Il se cache dessus, le mec, hein. C'est pour ça qu'il a une cage d'ailleurs, hein, voilà. Alors, oh, le requin, il vient, il passe comme ça, tu vois. Enfin, je veux dire, le mec, oh, il a trop peur. Ah, mon Dieu, il
poireaux et tout, tu vois, il est super content, il a eu son petit frisson, tu vois. Mais ça les fait caguer les requins, tu as vu que tu fasses ça en fait? Alors, cela suggère que les orques déclenchent la réaction de peur et de fuite. Ah oui, voilà. Ah oui, parce que le requin a peur, parce que le requin a peur. Le requin a peur. Ouais, c'est les dernières nouvelles. Donc, plus les orques fréquentent ces sites, plus les grands requins blancs restent éloignés. Non, c'est-à-dire qu'à mon avis, les orques, ils doivent bouffer tout ce qui se passe. Donc, du coup, ils ont plus trop à manger, tu vois. Bon, c'est quand même un peu plus gros un orque, je sais pas, c'est qu'un requin blanc. Et donc, du coup, ils se sont dit, bon, attends, lui, le truc, c'est, tu vois, il mange tout. Donc, on va se passer ailleurs. Voilà, c'est tout. Non, il a eu peur. Oula, il a vu, il a fait, oh, putain, tu m'as fait peur. Oh, Gaston, putain, il y a l'orque. Oh, là-bas, regarde. Attends, oula, ça va, hein. Ouh, ça sent pas de se faire manger le foie. Ouh là là, ouh. L'équilibre est crucial dans les écosystèmes marins, hein, ouais. Le grand requin blanc en danger, ah ouais, mais c'est pas à cause des orques, hein, je te le dis. Bon, fait, voilà. Donc, les grands requins blancs, ils ont peur. Là, vous savez, vous venez avec votre orque de plage. Vous savez, moi, j'en avais un. Putain, il était immense, le truc. Le requin, il s'en va, tu vois. C'est pas parce qu'il y a les filets anti-requins. C'est pas parce que les touristes leur cassent les bonbons. C'est pas parce que les orques viennent manger le poisson que d'habitude, eux, ils mangent. Non, c'est parce qu'ils ont peur des orques. Ensuite, science et avenir. Moi, j'aurais été eux. Franchement, j'aurais regardé, comment il s'appelle le film? Avec Depardieu, là, le tigre, là. L'Odyssée de Pi. Enfin, moi, je serais vous, je regarderais l'Odyssée de Pi. Vous voyez? Parce que du coup, vous auriez appris le truc avant de vous y pencher dessus. Témoignage rare. Tout le monde est au courant, hein. Moi, j'ai déjà entendu parler, enfin, je veux dire, tu vois. Un navire de croisière traverse une intrigante mer lactée. En mer de Java a assisté à un spectacle déroutant. Non, pour les touristes, hein, parce que bon, quelqu'un qui s'y connaît de pas nature, il sait très bien de quoi on parle. Tout autour du navire, la mer semblait éclairée par elle-même. Au même moment, un satellite enregistrait également l'épisode, offrant là une toute première occasion d'étudier, en s'appuyant sur deux sources différentes, le phénomène rare et méconnu que sont les mers lactées. Mais vraiment, ils nous prennent vraiment pour des cons. Attention, il y a une mer lactée. S'être formée dans un périmètre de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés, au sud de Java, en Indonésie. Un phénomène rarissime et fort méconnu attribué... enfin, je connais. Comment ça se fait que les scientifiques ne connaissent pas? Attribué à des bactéries lumineuses qui, la nuit, feraient briller... Ah ben non, c'est pas qu'elle ferait... Mais pourquoi? Tu as jamais prélevé de l'eau avec ces bactéries? Tu n'as jamais étudié le truc? Ça se passe comment? Vous voyez, vous prennent pour des cons. Qui, la nuit, ferait briller uniformément et régulièrement de vastes étendues d'océan. Mais tu le sais, le cycle. Tu le sais quand c'est qu'elles ont lieu, les mers lactées. Donc, du coup, tu te prépares, tu prends ton éprouvette, et quand ça arrive, tu récupères de l'eau, tu l'étudies, tu vois. Non. Ah, ben non. Malheureusement, impossible pour les scientifiques de se rendre sur place, en pleine mer, au vu du caractère transitoire, spontané et peu délimité de l'événement. Non, il fait des milliers de kilomètres carrés. Ouais. Il fait des milliers de kilomètres carrés. Ah, il est écrit. Milliers de kilomètres. Et il ne savait pas où il est le truc. Le hasard a pourtant bien voulu les choses. Dans la nuit du 2 août 2019, les membres de l'équipage du Ganesha, un yacht privé de 16 mètres, s'étonne de traverser une large bande d'eau dans laquelle émane une étrange lumière. Oh, des extraterrestres! Perplexes, ils réalisent ce à quoi ils ont assisté qu'après le signalement d'une employée du navire. Naomi McKinnon a appris par le biais des médias qu'un satellite avait détecté dans leur périmètre. Alors elle est au courant, mais les scientifiques non. Une éventuelle mer lactée. Les scientifiques estiment que les mers lactées ne surviennent que 2 fois par an. Ça va. Et t'as pas le temps. Et tu sais pas. Tu sais pas où, tu sais pas quand, tu sais pas. Tu peux pas tout au mieux à la surface des océans du globe. Ouais. C'est pourquoi les récits de navigateurs se comptent sur les doigts d'une main. Putain, avec tous les bateaux qu'il y a dans l'océan. Il y a d'abord le plus célèbre, on s'en fout, Darwin. Ouais. Et son équipage, qui aurait assisté à un tel... lui, il a assisté à tout. 85, un navire de recherche de la marine américaine en rencontre... voilà. Et ils n'ont pas récupéré... Ça a lieu 2 fois par an. Et ils sont pas capables de récupérer un échantillon pour savoir c'est quoi qui rend la mer comme ça. Non, mais j'ai le truc de fou.
les flashs éphémères de bioluminescence produits par le phytoplancton dans les eaux perturbées. Voilà, alors phytoplancton, c'est eux qui font l'oxygène sur la Terre. Alors, d'accord, les arbres aussi, mais c'est ça, parce qu'effectivement, la Terre, enfin notre tortue, est recouverte à 70% d'eau. Voilà. Donc du coup, le phytoplancton produit, avec les herbes, les algues, machin et tout, produit beaucoup plus d'oxygène que les peu d'arbres qu'on a sur la Terre. Ferme. Un processus appelé quorum sensing. Donc ce serait des bactéries qui communiqueraient entre elles. Alors, durant l'été 2019, le Joint Polar Satellite System, un instrument de nouvelle génération embarqué sur les satellites environnementaux de l'administration océanique et atmosphérique américaine, ouais, d'accord, a été en mesure de référencer 12 candidats à un phénomène de mer lactée, dont un d'immense ampleur s'étalant sur près de 100 000 km². Celui-là même dont l'équipage du yacht Ganesha était témoin. Donc, c'est-à-dire le satellite repère. Il dit, oula, attention, à tel. Non, parce que c'est un GPS, c'est un satellite. On est bien d'accord. À tel endroit, de tel endroit, de tel endroit. Il envoie les données. Les mecs, ils sont pas capables, on va dire, en l'espace d'une heure, de sortir les bateaux pour aller vite récupérer un petit peu de l'eau pour savoir comment ça fonctionne. Non, mais c'est magnifique la science. Hein,